Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. On va parler justement de psychologie avec vous, Sabrina Pourquoi Philippe. justement avec le poireau? Non, pas justement, c'était justement parce que vous êtes là. On va parler de parano. On l'entend souvent dire dans le langage courant, t'es parano. Alors qu'est-ce que ça veut dire la parano? En fait, c'est une vraie maladie, c'est ce que vous allez nous expliquer, qui touche à peu près 2% de la population. Est-ce qu'on peut commencer par définir ce qu'est la vraie parano de façon médicale? Alors, justement, la paranoïa, c'est très compliqué parce que c'est d'abord une personnalité et après, c'est une maladie. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont, et vous en avez tous autour de vous, qui ont une personnalité paranoïaque. Je vais la décrire, vous allez très vite retrouver certainement collègues, supérieurs hiérarchiques, vous allez retrouver cette personnalité paranoïaque. Et puis, cette personnalité, si justement elle dégénère, elle va donner lieu à la paranoïa, qui est la maladie mentale avec le délire que je vais vous expliquer également. Alors, c'est quoi une personnalité paranoïaque? C'est souvent... quelqu'un qui va être très peu affectif déjà, plutôt dans la rationalité, très rationnelle. Beaucoup d'a priori, vous en connaissez autour de vous, des gens qui ont des a priori, il n'y a pas de discussion possible, ils ont toujours raison, et ils ne savent pas se remettre en question. C'est-à-dire que ce qu'ils pensent, c'est une pensée unique. Donc, vous allez avoir des discussions avec eux qui va vite tourner court, puisque ils ne se remettront pas eux-mêmes en question, vous ne pouvez pas apporter d'idées nouvelles dans une discussion. Donc, il y a une espèce de rigidité, comme ça, de la personnalité, souvent alliés à une méfiance, donc personnes plutôt méfiantes, justement, qui vont faire attention aux personnes qui les entourent, dans leur travail, même au sein de leurs amis, ils ne seront jamais tout à fait en confiance. Jamais de confiance à 100%. Voilà. Et puis, très vite, il peut y avoir de l'agressivité. En famille, souvent, on le voit, des grosses colères. Ce sont des personnes qui sont extrêmement colériques. L'alcool n'aidant pas, parce que on le sait. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui sont qui sont parano. C'est vraiment une maladie qui touche plus spécifiquement les hommes. Donc, une personnalité qui va se construire comme ça au fil des années. Qui va se durcir au fil des années. Justement, est-ce qu'il y a des signes dans l'enfance, des signes qui peuvent laisser penser qu'on va être parano quand on sera grand? Justement, cette rigidité, c'est-à-dire des enfants souvent qui sont très très ordonnés, très rigides aussi dans leur façon de gérer leurs devoirs, qui ne laissent pas de place à l'erreur. Ils sont très durs avec eux-mêmes, ils sont durs avec les autres, mais très durs avec eux-mêmes déjà. Donc ça, c'est des signes qu'on peut repérer. Alors, il y a une chose qui est très importante aussi et qui est fort intéressante, c'est que c'est justement chez ces personnalités paranoïaques que des partis politiques, notamment extrémistes, vont recruter le mieux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un objet quelque part, l'objet méchant qui va être l'autre. Et cet autre qui peut être l'étranger, qui peut être... Voilà. Donc ça, ces partis-là recrutent beaucoup de personnalités paranoïaques parce que justement, il y a un sujet très clair vers lequel on va pouvoir s'acharner, on va dire, et se dire qu'ils sont... voilà. C'est-à-dire, comme il est différent, forcément, il m'en veut. Exactement. Et forcément, il représente un danger pour moi. Exactement. Et ce sont aussi des personnes qui sont très procédurières. Donc ça, c'est la première phase. Donc ces personnalités-là, vous en avez autour de vous, elles ne vont pas forcément évoluer en maladie paranoïaque. Mais aux alentours de 40 ans, s'il y a... Ah, c'est lié à l'âge, c'est vraiment lié à l'âge, à l'évolution. C'est une maladie, justement, contrairement à la schizophrénie qui, on l'avait vu, intervient très jeune. Là, c'est une maladie qui dégénère avec l'âge. C'est-à-dire qu'on a une personnalité qui ne va pas forcément dégénérer, mais à un moment, il peut y avoir, parce qu'il y a un gros stress dans la vie, une grosse rupture, une perte de travail, ça peut évoluer en maladie paranoïaque. Et là, bon, on voit que les traits se durcissent, c'est que la personne devient de plus en plus violente, autoritaire, de plus en plus dure au sein de sa famille, au sein de ses amis, donc de plus en plus de conflits, elle devient de plus en plus procédurière. Et puis, il peut y avoir justement là le délire parano, qui est le plus dangereux qui existe en psychiatrie. Il faut le dire, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, les paranoïaques, le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a un délire qui va se construire petit à petit, et ce délire-là va englober toutes les personnes qui entourent le paranoïaque, donc y compris le soignant. Donc vous pensez bien que nous, en tant que soignants, et on le sait dans les hôpitaux psychiatriques, il faut faire très attention à ces délires, parce que si d'un seul coup le patient dit que finalement vous faites partie du complot qui lui en veut... Vous devenez l'ennemi. Vous devenez l'ennemi. Et on sait que... Alors, le délire peut aller... Il y a plusieurs délires dans la paranoïa. Ça peut être la jalousie, c'est-à-dire que... Et les crimes passionnels, bien souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un délire de jalousie. Et là, on est vraiment dans le délire. Elle a regardé un tel, elle communique avec un tel. Et c'est un délire parce qu'il n'y a pas de réalité. Mais donc, ça peut aller jusqu'au meurtre, par exemple? Bien sûr. Bien sûr. Et ce qui est très dangereux aussi, dans vraiment le délire paranoïaque, vraiment dans son expression, c'est qu'une personne qui va être paranoïaque, elle va commencer à penser qu'il y a des complots autour d'elle.
Et dans ces complots, tout le monde est impliqué. C'est-à-dire que quelqu'un qui va, par exemple, relever les compteurs du gaz d'EDF va, par exemple, pouvoir faire partie de ce complot. Il peut l'attaquer tout simplement parce qu'il se dit, celui-là, il est venu m'espionner. Donc, vous voyez bien cette dimension comme ça qui grandit, qui envahit toute la vie du patient et qui est un délire, puisqu'en réalité, il va penser que le complot est partout. Mais est-ce que ça se soigne, ces choses-là? C'est tout le problème. Alors, on est vraiment sur une pathologie très compliquée, déjà parce que ces personnes-là, en général, ne se font pas soigner. Ouais, elles n'ont pas envie. Parce qu'elles se sentent pas malades. Elles ne se sentent pas malades. Il faut savoir que les délires sont très construits, vous voyez. Donc on peut presque y croire. C'est-à-dire que si vous rencontrez un paranoïaque qui commence à délirer, il va être tellement précis dans ses affirmations que vous allez vous dire « Ah oui, pourquoi pas finalement, il y a un... » C'est vrai, il peut y avoir un complot. Il va vous montrer des vidéos sur Internet, il va vous expliquer comment le complot se construit. Et c'est tellement bien fait qu'à un moment, vous pouvez vous dire « Oui, finalement, il a peut-être raison. » Il a peut-être raison. Et pour la jalousie, c'est pareil, c'est bien le problème. Mais vous comprenez, je sais qu'elle envoie des SMS, je sais qu'elle en reçoit, je sais qu'elle le regarde. Regardez comment elle se comporte, regardez comment elle s'habille. Et donc, même le soignant peut se poser la question à un moment de se dire finalement, il délire ou pas. Et la difficulté aussi, c'est que très vite, celui qui délire, il va penser que le soignant fait partie du complot. Et c'est-à-dire que peut-être même qu'il est envoyé par sa femme ou ce genre de choses. Docteur Ichou. Oui, il y a des traits de personnalité qu'on peut tous avoir. Il nous arrive tous d'avoir un peu de paranoïa, de penser qu'on a des traits de personnalité. Maladie de la persécution, quoi. C'est ça qu'il faut dire. Exactement, mais dans le cadre de la vraie maladie paranoïaque, ça veut dire... En gros, c'était en grec ancien, mais c'est à côté de la plaque, à côté de la réalité. On perd complètement toute notion de la réalité. C'est quand même là une maladie spécifique avec une composante génétique. Il y a 1 à 2%. Génétique ? Oui, il y a 1 à 2% de la population. Non, mais c'est des composantes, entendons-nous bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas non plus laisser à penser que parce qu'il y a des traits de personnalité, on va forcément évoluer. C'est pas ce que tu as dit, Sabrina. J'entends bien, mais je préfère le préciser parce qu'on a vite tendance à dire celui-là, il est parano, alors que c'est pas. Alors, compte tenu de tout ça, le délire, c'est vrai qu'on peut ne pas s'en apercevoir. Moi, il m'est arrivé de voir, même chez des médecins, vous commencez la discussion et puis ils commencent à vous dire celui-là, un tel, machin. Et puis ça part parce qu'après, il n'y a plus... Tout le monde est censé être méchant, lui en vouloir, etc. Et on part dans un vrai délire. Oui, le tout, c'est de trouver quelle est la limite, en fait. C'est ça. Oui, mais parce que ça va avec être aussi un peu d'habitude. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais pour les médecins. Mais quand on est extérieur, parce que ça peut être simplement une inquiétude, ça peut être juste un stress en imaginant que. En général, ce sont des gens. Moi, le médecin que j'avais rencontré était un type brillant. Donc, il arrivait à monter un mécanisme tout à fait cohérent. Et vous y croyez. Mais il y a un moment, ça dépasse tellement les limites que ça devient trop gros. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous voulez dire le matin, quand Julie me dit, je crois que Maryse veut revenir prendre ma place. Je crois même qu'elle sort avec Philippe Gildas. Tout ça, c'est de la parano, en fait. C'est ça. Isabelle Quenard. C'est quoi la bonne réponse, en fait? Quand on est face à quelqu'un qui est donc pas forcément malade de la paranoïa, mais juste paranoïa au quotidien, c'est quoi? C'est lui expliquer qu'il a tort, démonter son argument, rentrer dans son raisonnement ou pas? Plus on va dans son sens, est-ce que c'est pas là le plus dangereux en fait? En réalité, elle est là la difficulté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on estime à 2-3%, mais on ne sait pas. Parce que ce sont des personnes qui ne se soignent pas. Et en fait, vous pouvez argumenter tout ce que vous voulez, il restera bloqué sur son délire. Donc, il va pas prendre en compte ce que vous lui dites. En général, comment ça se termine? S'il y a vraiment un délire et que la maladie se déclare, c'est que la personne est internée, en réalité, de force. C'est-à-dire qu'on fait une hospitalisation d'office. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.